Sud Radio, Berkov dans tous ses états. La liberté d'expression, c'est quand même le fondement de notre démocratie. Cette loi, je vais la défendre avec la majorité et avec aussi le groupe socialiste, avec les écologistes. On va essayer de réécrire ensemble cet article 4 pour qu'il puisse passer tout à l'heure dans l'hémicycle. Viva la libertad, carajo! Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. La liberté d'expression, c'est le fondement de notre démocratie et de notre magnifique pays qu'est la France. Bien sûr. Nous sommes en guerre. Ah, liberté, liberté chérie, que de crimes on commet en ton nom. Et surtout que d'hypocrisie on commet en ton nom. Oui. Alors aujourd'hui, ce matin, nous sommes gâtés, effectivement, avec une Assemblée nationale qui, à la suite du Sénat, rejette cet article 4 du projet de loi sur les dérives sectaires. On va en parler. Vous allez voir, c'est très, très, très important. Et ensuite, avec le Conseil d'État, oui, sur proposition de Reporters sans frontières. Ça s'appelle Reporters sans frontières, qui dit, attention, attention, attention. Il faut absolument, absolument que, outre, je vous en parle dès le départ, mais on va en parler après. Il faut absolument que tout le monde donne son appartenance politique. Non seulement les politiques normales, les journalistes, les éditorialistes, les invités, etc. Ce sera décompté du temps de parole. Voici le temps, effectivement, des fiches. Intéressant, n'est-il point? À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci à toutes vos équipes pour la radio du rugby parce que grâce à vous, on peut suivre les matchs et c'est juste génial. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Une aile de papillon, un battement d'aile de papillon peut provoquer aux antipodes un tremblement de terre. Un amendement à un projet de loi peut aussi provoquer beaucoup de choses. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Évidemment, vous avez tous reconnu cet air, beaucoup d'entre vous, c'est The Wall de Pink Floyd, le mur. Et il s'agit là pas du mur scolaire, il s'agit du mur de l'hypocrisie. Il s'agit du mur du faux semblant. Il s'agit du mur que quand on essaye de passer des choses en termes galants. Et puis heureusement, il y a des gens qui disent et qui regardent et qui disent il y a quelque chose qui ne va pas. Alors par exemple, l'article 4 sur les dérives sectaires, un projet de loi qui a été présenté au Sénat d'abord et puis à l'Assemblée nationale hier. Voici ce que dit l'article 223.1.2. Je le dis parce que c'est très important. Est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende la provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical, thérapeutique ou prophylactique lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées, alors qu'il est en l'état des connaissances médicales, manifestement susceptibles d'entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique. Ce texte était présenté au Sénat et le sénateur Alain Houpert, sénateur de la Côte d'Or, a présenté un amendement qui a fait que la majorité du Sénat, la très confortable majorité du Sénat, a obtenu le rejet de cet amendement, de cet article 223.1.2, pardon. Et puis hier, l'Assemblée nationale a également rejeté cet article 4, ce qui a provoqué de la part de la ministre Sabrina Agresti-Roubache quelques réactions. Écoutez. Hier, l'article 4, par exemple, dans l'hémicycle, n'a pas été voté. Donc, je vais tout à l'heure discuter avec la majorité comment réintroduire. Juste pour rappeler l'article 4, c'est l'abandon. Alors c'est l'abandon de soins, donc la provocation à l'abandon de soins. Donc par exemple, quelqu'un est malade d'un cancer et vous avez un gourou 2.0 qui explique qu'il faut abandonner sa chimiothérapie. Et qu'en mangeant de la soupe, il sera sauvé. Et en mangeant de la soupe, il sera sauvé. Donc voilà, cette loi, je vais la défendre avec beaucoup de courage, avec la majorité et avec aussi le groupe socialiste qui
soutient cette loi. Avec les écologistes, on va essayer de réécrire ensemble cet article 4 pour qu'il puisse passer tout à l'heure dans l'hémicycle. Voilà, tout à l'heure dans l'hémicycle, Alain Houpert, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Côte d'Or et je rappelle, parce que ce n'est pas rien, du Montrachet et de Romanée-Conti, bien sûr, à tout seigneur, tout honneur. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la traduction de l'article 4 donné par Sabrina Agresti-Roubache, qui apparemment est en train de réécrire l'article pour qu'il soit revoté, en tout cas à l'Assemblée nationale? Ils osent tout. Nous sommes aujourd'hui... C'est comme ça qu'on les reconnaît. Ouais. Je vous laisse la priorité de... D'accord. Allez-y. Ils osent tout. Nous sommes aujourd'hui à la Saint-Valentin et les Français ont un amour, l'amour de la liberté. Et on veut mettre un mur entre les Français et la liberté. L'article 4, je pense que il a été rejeté au Sénat parce qu'il est inutile et exagéré. Et le Conseil d'État l'a dit dans ses conclusions. Et malgré ces conclusions, le Conseil d'État était d'accord pour le rejet. Pour le rejet. Et malgré les conclusions du Conseil d'État, le gouvernement a décidé de maintenir cet article 4. Cet article 4 qui ne sert à rien puisque tout est prévu déjà dans le code de médecine, dans le code de déontologie, contre les gourous et les charlatans. Je rappelle que vous êtes vous-même radiologue et médecin. Un gourou et un charlatan qui éloigne un patient de la guérison risque très gros. Déjà, tout est là. Tout à fait. Et nous sommes tous contre les gourous et les charlatans. Bien sûr. Je pense qu'ils veulent aller trop loin. Et Madame Agresti-Roubache fait du forcing. C'est-à-dire que ils ont perdu hier à quelques voix. Ils vont essayer. C'est choquant. Que peuvent penser les Français de ce genre de choses? Je sais que cette patiente fait partie, je crois, j'ai regardé sa biographie, du conseil d'administration de la Française des Jeux. C'est peut-être pour ça qu'elle veut jouer encore un va-tout. Mais dans la loi, quand quelque chose est jugé, il est jugé. Pourquoi le législateur passerait au-dessus des lois et quand le gouvernement n'est pas satisfait d'une décision du Parlement, il fait le forcing, il manipule. Et la manipulation, elle va plus loin parce que le départ de cette loi, ce sont des conclusions de la Miviludes. Oui, l'association, l'institution anti-secte. Et le Collège universitaire des médecines intégratives, non conventionnelles, qui sont des médecines reconnues par la sécurité sociale remboursée, a demandé à la CADA en 2021. Et effectivement, il y a eu 4021 saisines. Mais c'est quoi les saisines? Ce sont des demandes d'intervention. Et la Miviludes fait beaucoup de conférences et les journalistes ont fait beaucoup de demandes d'intervention, de compréhension. Et on veut confondre les saisines et les avertissements. Et sur ces 4021 demandes de saisine, il y a seulement 20 dossiers en 2021 qui sont allés devant la justice. Donc tout est là. 20 dossiers sur 4021. Voilà. Mais oui, mais alors justement, donc la Miviludes lance ça, etc. Mais sur le fond, parce qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire qui décide effectivement que les gourous et les charlatans, effectivement, qui recommandent la soupe, soient condamnés sévèrement, c'est bien. Mais si, on en parlait hors antenne à la Houpert, mais dites-moi un certain pasteur ou un certain nombre de gens, dont des ministres qui ont annoncé un certain nombre de choses et qui justement, abstention présentée comme bénéfice. C'est-à-dire que si je dis qu'il y a une alternative, si je suis le professeur X ou Y ou Z, c'est considéré comme passible de prison? Pasteur, quand il a commencé le vaccin contre la rage, il était fortement attaqué par un autre professeur, un Allemand qui s'appelait le professeur Koch, le bacille de Koch. Ouais. Il aurait été condamné. Le ministre Véran qui disait que
que les masques ne servaient à rien en 2020 aurait été condamné. Le professeur Delfraissy, qui était président du conseil scientifique, qui affirmait que le vaccin était sûr et efficace, aurait été condamné. Le Lancet, qui s'est servi d'une étude frauduleuse, aurait été condamné. Et souvenez-vous de Madame Buzyn qui disait que cette épidémie n'arriverait jamais en France. Elle aurait été condamnée. Donc, je trouve qu'on va trop loin. Donc, il faut regarder. Le diable se cache derrière les détails. Et derrière les détails, il y a justement comme la liberté d'expression. Madame Agresti Roubache l'a dit. Elle aime la liberté d'expression. Oui, elle l'aime à tel point qu'elle veut la museler. Et ce sont des méthodes de bâillon. Les Français veulent parler, les Français veulent. Et puis, au-delà de. Ne restons pas coincés sur toutes les mesures liberticides. Allons sur le progrès et la régression. On n'est plus dans le progrès, on est dans la régression. Et la science montre qu'est-ce qui fait le progrès, c'est le doute. Qu'est-ce qui fait avancer la France, la science, pardon, c'est le doute. Et si on bâillonne le doute, il n'y a pas de progrès. Donc, évidemment, je suis contre l'ego, et en tant que radiologue, moi je suis quelqu'un de manichéen, il y a quelque chose ou il n'y a rien, je suis des patients, je ne suis pas dans une médecine alternative, mais il y a la loi, et ensuite il y a le décret qui modifie la loi, et ensuite il y a les directives. Les directives, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Et une fois que vous êtes dans les directives, c'est-à-dire les normes, et cette loi, c'est une norme de plus. Et les Français ne veulent plus de ces normes. Et on l'a vu, les Français sont dans la rue. Les agriculteurs ont été dans la rue. Ce sont des gens sages qui vont revenir dans 15 jours pour le salon de l'agriculture. Et on va bien voir ce qui va se passer. Mais Alain Houpert, très franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, encore une fois, je ne suis pas médecin. Encore une fois, je m'interroge. Quand Sabrina Agresti-Houpert dit, il y a des gens qui recommandent l'abandon de soins. Mais ce n'est pas ça. L'article qui était visé, qui a été rejeté après votre amendement au Sénat, après effectivement l'Assemblée nationale, dit ceci. Si on dit que par exemple on n'est pas d'accord avec tel ou tel, dans l'état des connaissances médicales, manifestement susceptible d'entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie. Mais on a vu pour les vaccins qu'il y avait un certain nombre d'effets secondaires. Et ça, c'était pas reconnu comme étant manifestement susceptible d'entraîner pour elles des conséquences graves pour leur santé physico-psychique. Ça n'existe pas. Il y en a que pour les gourous, mais il n'y a pas que les gourous dans l'univers de la médecine. Dans la loi, il y a un calendrier. Et je pense que le calendrier, il est inversé. Vous vous souvenez, il y a eu le rapport Villani, que M. Villani n'a pas pu terminer parce qu'il n'a pas été réélu. L'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques doit rendre son rapport justement sur les effets secondaires. C'est une enquête parlementaire sérieuse. Qui est en cours. Oui. Et la première chose qu'ils vont sortir, c'est justement ce rapport. Je pense qu'on aurait pu attendre. Parce que c'est aussi une manière de museler le fait... de museler le fait que on a pu se tromper. Ouais. Et moi, j'admire le professeur Delfraissy qui a dit « Je me suis trompé », qui a reconnu ses erreurs. Et ça, l'humanité, c'est reconnaître ses erreurs. Et ensuite, quand on reconnaît ses erreurs, ensuite, il y a le pardon. Et le peuple qui est souverain, il pardonne. Et la première chose, c'est de faire ça. Et nous sommes face à on parle de dérive sectaire, mais où est la sectarité? Moi, je pense que la sectarité, elle est du côté du gouvernement qui ne supporte pas les voix qui dissonnent. Vous avez comme musique d'introduction Radio Londres, oui, qui a été brouillée. Elle a été brouillée par qui, Radio Londres et la BBC? Par la peste grise. Donc moi, je veux pas que la démocratie soit remplacée par la tyrannie.
Oui, et effectivement, il faut faire très attention à cela et être très très attentif. Et on ne peut pas encore une fois dire oui, écoutez, on va réécrire le texte avec nos amis socialistes, écologistes. C'est indigne, c'est indigne. On va réécrire le texte qui a été voté par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Et en même temps, on dit, comment on dit ça? Écoutez, encore une fois, Sabrini, dans la même foulée, voilà ce qu'elle dit aussi. Et si des fois je n'aurais pas été assez claire, la liberté d'expression, c'est quand même le fondement de notre démocratie. La liberté d'expression, c'est le fondement de notre démocratie et de notre magnifique pays qu'est la France. Alors, c'est grave parce que le rapporteur aussi, Madame Brigitte Lizaud, oui, qui est dans sa biographie visiteuse médicale, oui, d'un grand laboratoire pharmaceutique. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, qui sont vraies, où il y a quand même suspicion de conflit d'intérêts. Est-ce que cette personne-là peut être rapporteur de la loi? Je ne le pense pas. Et j'ai assisté hier à vous savez, sur Internet, on m'a envoyé, quand les gens parlent ensemble... Un space. Sur X. Où il y avait Madame Lizaud, il y avait d'autres personnes qui sont des fact-checkers, dont un qui s'appelle Sonic Urtican, contre qui j'ai porté plainte parce qu'il m'avait menacé de mort, et le procureur a fait un rappel à la loi, ce qui est le minimum. Ouais. Donc, un rapporteur qui se permet d'aller dans des spaces, et puis ensuite la commission qui demande conseil à ces fameux fact-checkers, qu'on connaît tous, qui ont été dans le fameux scandale du fonds Marianne. Je ne parlerai pas de Monsieur Pain qui n'en fait pas partie, mais les deux autres ont été consultés. Donc c'est triste. Les Français n'ont plus confiance dans la politique. Et en tant que parlementaire et médecin, j'aimerais que les Français continuent à avoir confiance dans la médecine. Ouais, l'acte médical, c'est un rapport intime entre le patient et le médecin. Et les médecins ne font pas n'importe quoi. Et le peu de médecins qui ont fait n'importe quoi l'ont payé durement. Et le code de santé publique actuel suffit. Arrêtons ces lois qui sont trop bavardes et faisons comme Montesquieu, transformons la loi avec la main tremblante, et puis faisons comme Monsieur Pompidou qui disait à son Premier ministre quand on coupait les arbres, qui s'appelait Jacques Chaban-Delmas, arrêtez d'emmerder les Français. Eh bien écoutez, c'est sur cette invocation que nous allons arrêter cela. Merci Alain Houpert. Merci beaucoup Alain Houpert d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sénateur de Côte-d'Or et membre de la commission des affaires étrangères. On marque une courte pause sur Sud Radio. On va parler de liberté d'expression dans un instant, puisqu'on aura le maire de Béziers, Robert Ménard, qui sera avec nous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Liberté, liberté chérie, que de tartufferie on commet en ton nom. Vraiment intéressant en ce moment. Je ne parlais pas du fronton de toutes les mairies, de liberté, égalité, fraternité. Je ne parlerai pas effectivement de ces appels magnifiques, mais si, comme Paul Éluard disait, liberté, j'écris ton nom, on l'écrit drôlement, peut-être en écriture inclusive en ce moment. Mais pourquoi je vous parle de tout ça, auditeurs résistants de Sud Radio? Parce que, saisi par l'association Reporters sans frontières, le Conseil d'État a jugé que pour apprécier le respect par une chaîne de télévision, quelle qu'elle soit, du pluralisme de l'information, l'ARCOM doit prendre, l'ARCOM c'est la haute autorité, vous savez, de l'audiovisuel, sous laquelle nous sommes aussi, enfin sous l'influence de laquelle nous sommes, doit prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités, et pas uniquement le temps d'intervention des personnalités politiques. Ça veut dire que tout invité présentant une opinion quelle qu'elle soit devra être compté dans le temps de parole politique. Alors, ceci
est intéressant et pourquoi j'ai demandé, je suis heureux de recevoir Robert Ménard. Bonjour Robert Ménard. Bonjour André. Vous êtes maire de Béziers et surtout, je le dis, je le rappelle, vous êtes fondateur de l'association Reporters sans frontières, que vous avez dirigé pendant longtemps, et s'il y a quelqu'un qui peut parler de liberté, c'est notamment vous. Et je voudrais avant, Robert Ménard, vous faire réagir à, justement, Christophe Deloire était l'invité de Pascal Praud sur CNews, parce que pour le moment, ça se passe sur CNews, mais ça peut concerner tous les médias, tous les médias, tous les porte-paroles, tous les haut-parleurs. Écoutez. CNews, on aime parler de la demande réelle ou supposée des Français. Il y a une demande très forte des Français sur les questions de pluralisme. Ah oui. Ça, les sondages l'établissent. Comme les audiences. Moi, avec Reporters sans frontières, on a fait un tour de France l'an dernier. Dans un bus pour le droit à l'information, on organisait des assemblées citoyennes. Et dans les 3 demandes des Français, il y avait... on est perdu dans ce flot informationnel, la fatigue, etc. Il y en avait une deuxième qui était une demande d'indépendance des médias et de transparence. Et il y en avait une troisième qui est parlez-nous de la réalité, de toute la réalité. Il y a une demande très forte en matière d'indépendance éditoriale. Indépendance, pluralisme, qu'est-ce que ça vous fait réagir comment, Robert Ménard? Écoutez, je suis... comment dire, j'essaie de trouver le bon mot, vous avez compris. Ouais. Je suis abasourdi. Abasourdi sur le fond, d'abord, parce qu'enfin, je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que demain, chaque fois que vous recevrez quelqu'un, vous me recevez moi, vous me recevez à quel titre? Parce que je suis le maire de Béziers, je suis d'hiver droit, je suis l'ancien patron de Reporters sans frontières. Il va falloir que vous preniez chacun, vous le mettiez dans une case politique. Voilà. Mais ça n'existe pas, c'est pas la vie. Il y a des gens, moi je peux être sur un truc d'accord avec le gouvernement, sur un autre sujet contraire à ce même gouvernement. C'est-à-dire, d'abord il y a ça me semble une folie à l'état pur, une folie à l'état pur, et une volonté oui, encore une fois, de classer tout le monde, d'étiqueter tout le monde, de choisir que les uns et les autres sont dans tel ou tel cas. On n'est pas tout le temps. C'est Robert Ménard, c'est de choisir on n'existe que par son étiquette politique au front, c'est ça. Ouais, exactement. Alors ça, je trouve ça sidérant. Ça, c'est ma première. La deuxième remarque, pardon je dois être naïf ou malicieux, vous choisissez comme vous voulez, André, comme par hasard, ça tombe sur CNews. C'est-à-dire c'est à CNews le seul endroit où il y a un problème. Enfin, qui peut le penser sérieusement? CNews, c'est quoi? C'est 3% dans les bons jours de l'ensemble des auditeurs français de télévision. Alors, ces 3% qui sont oui, la télé est plutôt de droite. Quoi? On n'a pas assez de médias de gauche pour une fois qu'on a un média qui donne la parole à d'autres gens, comme vous le faites vous. On se connaît, vous savez ce que j'en pense. Je veux dire, c'est quoi ça? Il faut le montrer du doigt. Il faut dire c'est pas supportable. Pour un certain nombre de gens, ces 3 petits pourcents, André Berkoff, ils sont insupportables. Insupportables. Troisième remarque, alors là, elle est plus personnelle. Vous l'avez dit, j'ai créé avec 3 autres journalistes Reporters sans frontières il y a presque 40 ans. Il y aura 40 ans l'année prochaine. Vous croyez que je l'ai fait pour faire ça? Vous croyez que je l'ai fait pour montrer du doigt tel ou tel? Vous croyez que je l'ai fait pour embrigader les gens? Vous croyez que je l'ai fait pour limiter la liberté d'expression? Mais moi, j'ai défendu pendant plus de 20 ans dans le monde entier. Je suis allé sortir de prison des gens. André Berkoff, dont je pensais pas, j'avais pas un mot en commun avec eux. Je n'en pensais sur le fond que du mal. Mais la liberté de la presse, c'est ça, André Berkoff. La liberté de la presse, si c'est pour tes copains, il n'y a aucun effort à faire. Moi, je suis plutôt, j'ai de l'estime pour vous. Le jour où vous avez des emmerdes, je vous défendrai. Le problème, c'est défendre celui avec qui vous n'avez aucune sympathie. Tout à fait. Avec qui vous ne partagez rien. C'est ça, la liberté de la presse. Ce pays se veut voltairien. Vous savez, c'est la phrase de Voltaire, je ne partage pas tes idées, mais je me battrai pour les défendre. Sauf qu'au quotidien, c'est exactement le contraire. Dernier point, parce que je connais l'actuel patron de Reporters sans frontières. Comment vous dire? Il est le symptôme des rapports, comment vous dire, incestueux
entre les organisations de défense des droits de l'homme et la gauche. Moi, quand j'étais le patron de Reporters sans frontières, les gens imaginaient même pas que j'étais de droite. C'est pas possible. Vous avez compris, si t'es de droite, c'est que tu n'aimes pas la liberté, tu n'aimes pas l'égalité, tu n'aimes pas les pauvres. D'ailleurs, il n'y a pas de droite, extrême droite. Extrême droite. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on a ça à faire. C'est-à-dire qu'on a des gens, là, Reporters sans frontières, enfin, je lui ai dit tout à l'heure à Christophe à l'antenne, je sais pas ce pro, je lui ai dit, il y a 15 ou 16 ans que j'ai quitté Reporters sans frontières. André, je n'ai jamais eu un mot sur Reporters sans frontières, même quand j'étais en désaccord. Parce que je ne voulais pas, vous avez compris. Ouais. J'ai tellement été heureux à la tête de cette organisation et tout, je voulais pas. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un reniement, c'est une trahison. Aujourd'hui, la liberté de la presse, elle n'a pas besoin de ça. La liberté de la presse, elle a besoin justement d'entendre des voix différentes. Quand j'entends Sud Radio, je n'entends pas RMC. Quand j'entends RMC, je n'entends pas Europe 1. Quand j'entends Europe 1, je n'entends pas le service public. Attendez, c'est de ça dont j'ai envie. Moi, comme auditeur, comme citoyen, j'ai pas envie que tout le monde dise la même chose. Voilà, et ça, aujourd'hui, se joue ça, là. Mais comment vous expliquez, Robert Ménard, là-dessus, je crois que on va reparler de Reporters sans frontières et comment on en arrive là. Mais enfin, quand on sait ce qui se passe, allez, je ne veux pas, sur le service public où chacun sait la pluralité totale, hein, comme chacun sait, et quand on entend Delphine Ernotte, présidente, PDG de France Télévisions, dire « Nous ne voulons pas parler de la France telle qu'elle est, nous voulons parler de la France telle que nous souhaitons qu'elle soit ». Elle l'a dit texto. Deuxièmement, est-ce qu'on va parler de telle ou telle chaîne, on va même pas les nommer, ou quand vous entendez Russie-Ukraine, mais enfin, c'est un seul voix, c'est monocorde, c'est monotone, je veux bien, mais ce qui est intéressant, c'est que, comme par hasard, comme vous disiez aussi, c'est CNews. Demain, ça peut être Sud, alors que nous avons une pluralité, nous, mais vraiment des invités total, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et franchement, je reviens à ça, Robert Ménard, comment, alors que l'ARCOM n'était pas d'accord, Reporters sans frontières, je retrouve le titre, il est fabuleux, Reporters sans frontières, ça veut dire sans frontières intellectuelles, sans frontières mentales, sans frontières idéologiques, ça veut dire tout ça est allé recourir au Conseil d'État, et je vous dis que simplement, c'est pas parce que c'est Deloire que vous connaissez, il a tweeté une grande victoire pour RSF, mais surtout une décision historique pour la démocratie et le journalisme. Voilà ce qu'il a tweeté, Christophe Deloire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais on va vers où? Qu'est-ce qui se passe là? Vraiment, je comprends pas. Écoutez, moi, malheureusement, je comprends et je m'inquiète parce que ce même garçon est le responsable, vous vous rappelez, des états généraux de la presse, de l'information qui sont en cours. Oui, c'est vrai. Ça va déboucher. Et oui, ça va déboucher sur quoi, André? Ça va déboucher sur quoi? Mais écoutez, malheureusement, je vais quand même vous dire quelque chose, c'est que il est un peu à l'image d'une grosse partie de la profession. Attendez, rappelez-vous, quand le JDD change de propriétaire, mais vous vous rappelez les cris d'orfraie de la profession? Enfin, attendez, quand c'est un propriétaire de gauche, là, il n'y a pas de problème. Quand c'est un propriétaire de droite, la liberté est menacée. Aujourd'hui, le JDD, il est indigne. Le journal du dimanche, c'est indigne, c'est insupportable. Il y a trois journaux le dimanche, le Parisien, la Tribune, la Tribune, L'opinion, je sais plus. Voilà, et maintenant le JDD. Mais tant mieux, on en a 3. Vous choisissez celui que vous voulez. L'air du temps, y compris dans la presse. Moi, longtemps, j'ai été 40 ans journaliste. La profession, elle était massivement, peut-être qu'elle l'est un peu moins maintenant, massivement à gauche. Je connaissais tout un tas de journalistes qui n'osaient pas dire un certain nombre de leurs points de vue dans leur rédaction. Où il y avait une espèce, attendez, je dis pas, c'est pas le goulag, il faut pas dire de conneries, mais où il y avait une espèce d'air du temps. Il faut penser à peu près dans tel ou tel sens. Et au fond, Christophe Deloire, il ne fait que traduire ça. Il y a un certain nombre, encore une fois, il y a un certain nombre de journalistes qui ont une espèce d'urticaire quand ils écoutent un certain nombre des chaînes de télé. Mais c'est comme ça. Il y a un certain nombre de points de vue, que vous ne pouviez pas entendre. Il y a 10 ans, je suis pas un perdreau de l'année, j'ai plus de 70 ans, je la connais la presse. Il y a 10 ans, il n'y avait pas une chaîne de télé qui aurait dit ce qu'on entend. Je prends toujours CNews parce que c'est eux qui sont dans le collimateur. Aujourd'hui, vous avez raison de préciser, ça pourrait être d'autres que demain. Mais voilà. Exactement. Voilà ce que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que j'espère au fond,
c'est que les journalistes, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas CNews, bien sûr, qu'ils soient de droite ou de mais gauche, ça concerne toute la profession. Ça concerne toute la profession, évidemment. Il ne faut pas laisser passer ça. Il faut pas laisser passer ça. Qui plus est, attendez, ça c'est sur les principes. Dans la pratique, bonjour les dégâts, parce que j'attends que vous me fassiez une classification précise, politique, de tous vos invités. Je ne sais pas comment vous allez mais Robert Ménard, vous savez, quand j'ai vu ça et que j'ai réagi, je me dis demain je vais amener quelqu'un sur le harcèlement sexuel. Je vais lui faire préciser avant si elle est de gauche ou de droite, ou si elle appartient à un parti. Sinon je la reçois ou je ne la reçois pas, et c'est décompté. C'est franchement, ça veut dire quoi? Mais soyons clairs, ça veut dire la censure. On renvoie la censure, on envoie la censure. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire que c'est extraordinaire. Vous me parlez justement de CNews, mais on ne dit rien sur un certain nombre, encore une fois, de médias. Et résultat, vous savez ce que ça va être? Ça va être, Robert Ménard, c'est que les gens, pour le meilleur et pour le pire, vont se ruer encore plus sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a une marge de manœuvre sur les réseaux sociaux, où il y a beaucoup de choses, beaucoup de cloaques, mais il y a aussi beaucoup de choses formidables. Et regardez ce qui s'est passé. Et je voudrais vous faire réagir sur cet exemple. Moi, j'étais très frappé. Si Reporters sans frontières, c'est Reporters sans frontières, ils auraient évidemment porté plainte contre Elon Musk et X parce que Tucker Carlson est allé interviewer Poutine, ce Hitler. Ben alors, si j'interviewe quelqu'un, c'est-à-dire que je suis d'accord avec lui, c'est extraordinaire quand même ça. C'est intéressant, hein, cette évolution. Mais en même temps, André, les gens ont changé. Les gens, c'est plus le temps de l'ORTF où tu pouvais faire entendre la même voix à tout le monde. Regardez le succès d'un certain nombre de médias, dont vous. C'est la preuve qu'il y a une envie d'écoute de choses différentes, d'un son de cloche différent, d'une information différente. Attendez, moi, je veux pas avoir à choisir. Je donne pas des bons points ou des mauvais points aux uns et aux autres. Bien sûr. Je constate juste que le pluralisme, on y est fondamentalement attaché. Et Reporters sans frontières, qui a été créé, enfin, j'en sais quelque chose, qui a été créé pour défendre le pluralisme, aujourd'hui, c'est un ennemi du pluralisme. Et là, il y a un renversement des valeurs que je trouve, enfin, en tout cas, que je vis mal personnellement, parce que c'est, pardon de vous dire, un peu mon histoire, y compris mon histoire personnelle. Je comprends. Merci Robert Ménard. Merci de vos éclaircissements. Merci Robert Ménard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maire de Béziers et fondateur de Reporters sans frontières. On se retrouve dans un instant après cette courte pause avec les perles, les huées, les bravos d'André Berkoff. Et après, ce sera bien sûr le face-à-face avec vous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien, dans tous mes états, parce que Greta est à Bordeaux. Oui, Greta Thunberg, vous savez, how dare you, you have stolen my life, how dare you, Greta est à Bordeaux, et tout le monde veut voir Greta, bien sûr, y compris qui? Le maire de Bordeaux. Écoutez, on en parle tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, les perles du jour. Et c'est vrai que ça a dû être très 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 dur pour le maire de Bordeaux, Pierre Urmic. On va faire écouter le sonore et puis on va le traduire parce que les sonores c'était un mouvement de foule. Vous savez, Greta Thunberg était là et puis il y avait, vous savez, des militants écologistes, Pierre Urmic, donc il était heureux. Greta Thunberg, la Jeanne d'Arc, la passionnara était là, donc il voulait la voir. Donc il a participé à la manifestation, mais il n'a pas réussi à approcher la médiatique, la Jeanne d'Arc, la Marie Curie de l'écologie combattante. Eh bien, il y a un petit échange capté par nos confrères. On voit un tout petit peu l'élu en discussion avec l'entourage de Greta Thunberg. Écoutez. Monsieur le maire, je veux la saluer. Il est dans ma ville. Oui, mais vous voyez ça avec elle, mais en tout cas, on peut pas nous Formidable. Alors il arrive, Pierre Urmic, en disant mais je suis le maire de Bordeaux, et je voudrais voir Greta Thunberg. Et la fille dans le cortège lui dit et alors, vous êtes le maire de Bordeaux, et alors? Ah ben je veux saluer Greta Thunberg, elle est dans ma ville.
Ah ben, l'autre lui répond, voyez ça avec elle, mais on ne veut pas de récupération politique. Et voilà, c'est intéressant les moments de vérité, hein, quand le réel frappe à la porte comme ça, c'est intéressant, hein. Il s'est dit, ah là, je vais prendre la photo, Pierre Urmic avec Greta, Pierre et Greta, ça va être mieux que Roméo et Juliette, Paul et Virginie, Otis et Piffre, ou Erckmann et Chatrian. Non, pas du tout. Bon, écoutez, on n'en a rien à faire, vous êtes peut-être le maire de la ville, mais on s'en fout. Voilà, c'était une petite séquence intéressante de l'actualité politico-réelle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ouais, c'est pas docteur gynéco, c'est pas le docteur c'est pas moi qui dois avoir peur. C'est le docteur aujourd'hui. Parce que quand on vient voir le docteur pour lui demander un prolongement d'arrêt de travail et qu'il ne veut pas, qu'est-ce qui se passe? Quelquefois ça se passe bien, heureusement, et quelquefois ça se passe très mal. Ça s'est passé par exemple à Nice. Écoutez-moi bien, août dernier. Un médecin généraliste de Nice a été violemment agressé alors qu'il effectuait une visite à domicile pour contrôler l'arrêt maladie d'un patient. Voilà. C'était le 8 août 2023, donc il y a quelques mois. Le docteur Jean-Yves Olivier se rend au domicile d'un homme à 79 ans. Il continue d'exercer ce métier par passion et à se déplacer chez les patients, ce qui est devenu rare. Et il raconte à une équipe de France 3 Côte d'Azur, c'est une visite de contrôle classique que je fais régulièrement. Je suis missionné pour aller vérifier si un arrêt maladie est justifié. Donc, j'ai sonné chez cette personne qui heureusement se trouvait au rez-de-chaussée. Le quadragénaire, donc la personne, expliquait être son antidépresseur. Il est agité d'après les dires du médecin, qui pense que son arrêt de travail est injustifié. Il demande au patient de signer un papier attestant de la visite. Et c'est à ce moment-là que le patient, lui massacre la gueule. Il m'a envoyé un coup de pied en visage, asséné autre coup de pied et de poing. Voilà. Et alors, que croyez-vous qu'il arriva? Donc, évidemment, le médecin porte plainte, il y a un procès, et quel est le verdict rendu hier par le tribunal de Nice? Écoutez-moi bien, le verdict rendu hier par le tribunal de Nice. L'agresseur, âgé de 45 ans, a donc été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, probatoire pour une durée de 3 ans, comprenant une obligation de soins psychiatriques, une obligation d'indemniser la victime et une interdiction de contact avec la victime. C'est intéressant ça, oui. On l'empêche d'avoir un contact avec la victime. C'est une très bonne chose. Voilà. Donc, il fait pas 1 jour de prison, puisque 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Voilà. Ça s'appelle aujourd'hui le quotidien d'une certaine justice et de certains tribunaux. Allez, vous allez demander un arrêt de travail, le médecin ne vous le donne pas, allez lui casser la gueule et vous aurez 6 mois de prison avec sursis. Mais tout va bien. Tout va bien dans ce pays, tout va bien, on l'a vu. Voilà, c'est peut-être la liberté d'expression qui consiste à dire que c'est ça, la liberté d'expression, de bourrer un médecin de 80 ans de coups de poing parce qu'il vous refuse la prolongation de l'arrêt de travail. C'est beau, hein? C'est grand, c'est généreux. La France, en tout cas, une certaine France. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous savez ce que écrivait Blaise Cendrars, le grand écrivain Blaise Cendrars? Il disait: Paris est la seule ville au monde où le fleuve traverse une rangée de livres. Et oui, les bouquinistes des bords de Seine. Qui n'est pas allé, qui a visité Paris à un moment donné et n'est pas allé se balader, se flâner chez les bouquinistes où on trouve des pépites et trésors encore maintenant. Eh bien, Emmanuel Macron, oui, bravo à lui, bravo à Rachida Dati, qui je crois est intervenu également. Eh bien, il a demandé hier au ministre de l'Intérieur, au préfet de police de Paris, qu'aucun de ces libraires à ciel ouvert ne soit contraint de déplacer les fameuses boîtes vers wagons lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques organisée cet été dans la capitale. Et voilà, parce que la préfecture de police et la mairie de Paris, évidemment, l'ineffable Madame Hidalgo, que le monde entier nous envie, qui a transformé Paris en fromage, et je ne dis pas quel fromage, c'est peut-être par hommage au rat, pas sans doute. Déménagement des bouquinistes pendant cette période, et eux, ils avaient peur, les bouquinistes, parce que ils ont des caisses en bois qui sont souvent fragiles. Ils avaient peur que ça s'effrite, que ça se gâte lors du transport. Bon, écoutez, et puis en plus, la mairie de Paris,
c'est qu'elle n'avait pas prévu le moindre centime pour les indemniser. Ah ben, si ça se passe bien, ça se passe pas bien, mais nous avons les Jeux Olympiques, nous avons notre grand défilé au bord de Seine. Voilà. Et enfin, heureusement, il faut le dire, heureusement, eh bien, les bouquinistes vont rester à leur place, qui durera 20 fois plus longtemps, 200 fois plus longtemps, que ce soit les Jeux Olympiques ou Madame Hidalgo ou autre. Eh bien, écoutez, c'est très bien, au moins ils ont entendu, ils l'ont fait, voilà. Heureusement, les bouquinistes seront là. Et je vais vous dire, quand j'entends le mot culture, Madame Hidalgo, je ne sors pas mes grues de déménagement. Ne l'oubliez pas, cela, c'est important. Petit message de ceux qui font de Paris la capitale culturelle de l'humanité et qui ne l'oublient pas. On marque une courte pause sur Sud Radio, on se retrouve après les infos de 13h et puis après ce sera le face-à-face. André Berkoff recevra l'essayiste Noémie Alioua. Et tiens, ce jour de Saint-Valentin, ça tombe bien. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. On en parle à 13h02 sur Sud Radio avec vous, André Berkoff, pour ce face-à-face. Vous recevez Noémie Alioua, essayiste, chef de service, chef actuel et surtout auteur de ce livre, La terreur jusque sous nos draps. C'est aux éditions Plomb. Bonjour Noémie. Bonjour. Alors Noémie, effectivement c'est la Saint-Valentin. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens vont se glisser sous les draps et j'espère avec beaucoup de bonheur. Non, vous croyez pas ? Ah bah écoutez, si vous regardez les chiffres, les gens et les Français et les Américains, enfin une population de certains pays se glisse de moins en moins sous les draps. Hein. Je vous rappelle les derniers sondages de l'IFOP, notamment la récession sexuelle. Et en France, l'activité sexuelle n'a jamais été aussi basse depuis 50 ans. On va revenir sur tous les autres éléments, mais enfin il y a vrai, mais vous méfiez pas un peu de ces chiffres, de ces sondages comme ça, parce que franchement, moi je suis toujours étonné, mais on va pas parler des sondages pendant une demi-heure, mais quand même. Et vraiment, les Français font vraiment moins l'amour, enfin les Français ou les autres, etc. Alors vous dites, effectivement, vous en parlez dans votre livre, et c'est intéressant, vous dites au fond, ce qui se passe depuis à peu près 20 ans, 25 ans, a effectivement une influence très forte dans le comportement des gens. Oui, on est en train de tuer l'amour. C'est ce que j'explique, c'est que par des idéologies, on est en train de séparer les gens, et notamment les hommes et les femmes. On est en train de criminaliser les hommes, de culpabiliser les femmes, de créer une méfiance, une peur, et de faire en sorte de cliver les sexes. C'est un peu ça, tout l'enjeu de mon livre. Alors, vous avez raison, il faut se méfier de certains chiffres. C'est pour ça que je les mets bout à bout avec d'autres éléments. On a parlé de la récession sexuelle, mais on peut aussi parler du célibat qui explose dans notre pays, qui a doublé en 40 ans. On appelle ça le célibat boom. Et puis, vous allez dans le supermarché, vous voyez des plats préparés individuels de façon massive, ce qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. Donc il y a une solitude qui s'installe, c'est indéniable. Et vous ajoutez à ça l'explosion de la pornographie accessible en 2 secondes, en 2 clics sur Internet, l'explosion de la vente des sextoys. Tout ça, tous ces éléments, si vous voulez, montrent qu'il y a une dissolution du lien amoureux, que les gens se retrouvent moins pour s'aimer, si vous voulez. Alors justement, vous parlez de ça, mais est-ce que ce n'est pas ça dû aussi je me fais l'avocat du diable égoïste par un égoïsme. En fait, les gens se disent, oui, mais pourquoi je vais supporter un couple pendant, effectivement, bon, j'ai envie de vivre pour moi, et si je peux faire des rencontres, tant mieux. Alors, ça a été effectivement, et vous le montrez très bien dans votre livre, démultiplié par les sites de rencontres, Tinder et puis tous les autres. Mais vous pensez vraiment qu'il y a, parce qu'il y a 2 choses dans votre livre. Il y a effectivement la technologie qui a fait que, on fait du télétravail, et maintenant on fait du téléamour, quoi. Un peu, c'est ça, hein. Le distanciel l'emporte sur le présentiel. Mais en même temps, vous dites, il y a une préparation, et ça c'est intéressant, là, en Amérique et ailleurs, du fait de dire, les hommes, ces salauds de patriarcaux, hétérosexuels, blancs de plus de 50 ans ou même de moins, c'est eux qui nous ont effectivement esclavagisés pendant 10 siècles. Maintenant, allez, les femmes, on s'en sort. Voilà, c'est exactement ça. C'est au nom du fait que certains hommes ont été des bourreaux par le passé. Aujourd'hui, on en fait. Il y en a eu. Et il y en a eu. Aujourd'hui, on en fait des boucs émissaires. C'est-à-dire qu'on fait ce que j'appelle le reductio ad porstum. J'ai repris, vous savez, le concept du philosophe allemand Léo Strauss qui parle de reductio ad Hitlerum, procédé rhétorique qui consiste à disqualifier son adversaire en l'associant à Hitler, ce qui empêche ce qui ne nécessite même pas une argumentation. Mais aujourd'hui, on va faire en sorte que dans le discours public, tous les hommes soient associés immédiatement à
à des porcs, à des agresseurs sexuels. Tous des porcs, voilà, c'est un petit peu le nouveau slogan, si vous voulez, de la révolution MeToo et de ses dérives surtout, qui donc criminalisent l'homme. Et tout ça participe, si vous voulez, à cette dissolution du lien amoureux. Alors pour ce que vous disiez sur j'appelle ça le culte du renoncement, c'est vrai, il y a des discours qui se développent de plus en plus dans la presse féminine d'ailleurs, et à partir du moment où ces témoignages, si vous voulez, se mettent, il y en a tellement qu'on comprend aussi que c'est un discours qui est politique, qui n'est pas simplement une question d'individu. Des discours de femmes qui vous disent « moi j'en ai marre des hommes, maintenant je suis la plus heureuse du monde parce que je vis seule ». Et en fait, si vous voulez, on fait de la libération de l'amour de l'homme l'ultime émancipation de la femme. Et vous avez un certain nombre d'articles, de livres. Vous avez le livre d'Ovidie, cette ancienne actrice pornographique qui a écrit le livre La chair est triste hélas, où elle explique que depuis 4 ans et demi, elle n'a plus de relations sexuelles avec des hommes parce qu'ils ont tous été des goujats, des sagouins, des porcs. Et donc aujourd'hui, c'est la plus heureuse des femmes maintenant qu'elle a renoncé à l'amour, si vous voulez. Et ça, vous le voyez aussi. On va sans doute revenir, mais dans les dessins animés, où vous avez de plus en plus de dessins animés pour petites filles dans lesquels on renonce à l'amour, où il n'y a plus de romance. Parce que la romance, on considère que c'est une aliénation vis-à-vis de l'homme. Ouais. Et donc, à partir du moment où on aime un homme, quand on est une femme, on est dans la collaboration avec l'ennemi. Et vous parlez très bien aussi, la galanterie devient une espèce de péché mortel, quoi. Oui, tout à fait. Et ça, c'est, je veux dire, c'est vraiment on appelle ça le sexisme bienveillant dans la vulgate néo-féministe. Et vous avez l'actrice Isabelle Adjani qui vous parle des 3 G. Galanterie, grivoiserie, goujaterie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous invitez une fille au restaurant, déjà vous êtes dans la culture du viol et si vous payez l'addition. Voilà, si vous payez l'addition, bah vous avez plus ou moins l'ADN d'un violeur. Mais alors quand même, quand on arrive à ce stade, c'est quand même dingue parce que je voudrais prendre un exemple actuel. Vous avez écrit le livre avant, mais enfin ça s'applique extraordinaire. On suit en ce moment les témoignages. C'était sur Mediapart partout. Le Benoît Jacot. Judith Godrèche ouais. Et compagnie, qui dit voilà, elle a fait 10 films avec lui, etc. Et d'aujourd'hui, ce salaud qui m'a violé quand j'avais 15 ans, 16 ans, qui me maltraitait, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à votre livre ? C'est très compliqué parce que là, il y a la question de l'âge. Et quand même, la relation amoureuse et l'amour tel que je le conçois et je le décris dans mon livre nécessite néanmoins un consentement libre et éclairé. Or, à 14 ans, parfois, on n'est pas suffisamment formé pour pouvoir envisager une relation amoureuse en pleine conscience, si vous voulez. Et donc là, il me semble quand même qu'il y a une question par rapport au consentement. Lorsque l'âge est trop bas, là, c'est du cas par cas, mais c'est des histoires qui sont compliquées et qui sont pas si évidentes, en tout cas, comme étant des histoires d'amour. Mais Noémie Alioua, dans votre livre, vous parlez de l'amour entre Emmanuel Macron, 14 ans, et Brigitte Macron, 39 ans. Alors, selon ce qu'ils affirment, ils n'auraient pas consommé avant les 18 ans du monsieur. Hein. C'est du moins le discours officiel du couple Macron. Ouais. Mais effectivement, c'est aussi une histoire d'amour qui est en l'occurrence, qui est affirmée comme les deux qui est annoncée comme telle. Ils le déclarent eux comme une histoire d'amour. Ça veut bien dire qu'il y a aussi une histoire de cas par cas. L'amour est toujours singulier. C'est aussi un discours que je lance aux sociologues qui veulent absolument faire de l'amour un objet sociologique total en affirmant qu'il y a toujours des rapports de domination qui sont toujours profitables aux hommes. Vous avez certains sociologues, pas tous, disent ça. Certains sociologues, bien sûr, les sociologues qui veulent réinventer le réel, qui veulent en fait le cadrer, le condamner, le réinventer. Alors justement, revenons à comment ça a commencé tout cela. Enfin, je veux dire, parce qu'il y a eu des féministes et de très grands féministes, les Olympe de Gouges, les Marie, qui s'affirmaient en tant que femmes et n'avaient pas besoin de dire que l'homme sont tous des salauds, etc. Qu'est-ce qui a fait le basculement ? À peu près, c'est pas une date précise, mais quelle époque, à votre avis, ça a commencé en disant l'amour, alors que les surréalistes célébraient l'amour? Vous parlez beaucoup d'André Breton, qui souhaitait à sa fille Aube d'être follement aimée. Vous en parlez, c'est très bien, c'est vrai que un très beau poème et 2 très beaux poèmes qu'a écrit Breton, mais et puis Annie Lebrun, les surréalistes, vous en parlez très bien, mais où le temps de la bascule, c'est comment? Il me semble que l'amour a toujours été attaqué. Au travers l'histoire. Oui, l'amour a toujours été attaqué parce que l'amour est anarchiste, parce que l'amour ne réussit pas à être cadré. Avant, c'était
plutôt le conservatisme qui s'attaquait à l'amour, parce que justement, il ne répondait pas aux règles dans lesquelles on voulait l'inscrire. Il y avait le mariage d'ailleurs pour cadrer l'amour. L'amour ne respecte aucune règle. La femme était là pour la cuisine, la procréation, etc. Voilà, l'amour c'était tout à fait transgressif. C'était l'émancipation, c'était ce qui ne respectait aucune loi. L'amour a toujours été attaqué. C'est pour ça que je parle des nouvelles morales. Il était attaqué par le passé par le conservatisme qui jugeait que ça pouvait attaquer le couple. Aujourd'hui, il est attaqué par ce qui se dit progressiste, parce qu'on considère par détestation des hommes qu'il victimise la femme. C'est toujours une vision justement sociologique, ou en tout cas très caricaturale, qui conçoit les individus toujours dans des groupes homogènes, qui considèrent toujours que le couple hétérosexuel est une forme de cellule fasciste, avec l'homme qui est un dominant, la femme qui est une dominée. Et donc ces gens qui parlent de ces sujets-là, notamment l'essayiste Mona Chollet, eh bien vous expliquent que la femme doit se délivrer de cette domination, et donc se délivrer de cette forme d'amour qui l'infériorise. Délivrez-nous du mal. Voilà. Avec un accent très circonflexe. Tout à fait, et exactement. Circonspect. Mais alors justement, par exemple, quand vous entendez une Sandrine Rousseau qui dit « mais moi je vis avec un homme déconstruit, j'en suis très content », vous la mettez dans quelle catégorie? Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Alors moi d'abord, il faut qu'on m'explique ce que c'est qu'un homme déconstruit. Est-ce que c'est une table Ikea qu'il faut dévisser et revisser? Est-ce que c'est plutôt une armoire? Quelle vis il faut mettre? Moi, on m'explique d'abord ce que c'est qu'un homme déconstruit, je ne comprends pas. Par contre, ce que je vois dans ce discours-là, ce qui me paraît extrêmement clair, c'est qu'on culpabilise l'homme. On lui fait peser le poids de tous les maux de la société sur le dos, et c'est extrêmement visible. Je ne sais pas si vous avez vu le film Barbie, mais le personnage de Ken est extrêmement intéressant, parce qu'on voit dans ce monde néo-féministe qui, à mon sens, est décrit dans ce film Barbie, qu'il ne trouve pas sa place. Et il a sa fameuse chanson I'm Just Ken, dans laquelle il chante les trémolos dans la voix, qui ne réussit pas. De ce point de vue. Enfin, je veux dire, oui, on sent bien, si vous voulez, la difficulté d'être d'un homme dans ce monde qui ne l'accepte pas. C'est très, très difficile pour lui. Il ne trouve pas sa place. Et c'est aussi comme ça qu'on tue l'amour, si vous voulez. C'est aussi une façon de cliver les sexes, de les séparer, de créer de la méfiance et d'anéantir ce sentiment suprême qui malgré tout conçoit une part de mystère. Et bien voilà, et comme Noémie Alioua n'est pas Barbie et que je ne suis pas Ken, on va continuer cette conversation après juste cette petite pause. Et avec vous aussi, bien sûr, sur Sud Radio, 0826 300 300. On continue de Manu, parler. on prend les... Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous remercier d'exister, parce que vous êtes vraiment la seule radio que j'écoute, et vous êtes quasiment les seuls à faire véritablement votre métier de journaliste. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Noémie Alioua, en ce jour de Saint-Valentin, nous parlons de cette terreur jusque sous nos draps qu'elle dénonce. Et elle dit « Sauver l'amour des nouvelles morales ». Effectivement, ces nouvelles morales, c'est quoi? Elles attaquent l'hétéropatriarcat, elles attaquent tous ces mâles hétérosexuels, esclavagistes, etc., oppresseurs et tout. Et les femmes aussi, elles attaquent aussi les femmes. Et aussi les femmes, bien sûr, les femmes qui restent dans le giron de la soumission. Mais vous dites, justement, on en parlait hors antenne, Noémie Alioua, vous dites, vous êtes pour l'emprise. Il faut défendre une forme d'emprise. Alors c'est un peu scandaleux et provocateur, je vous explique. D'abord, c'est un concept flou, l'emprise. Il n'y a pas de définition juridique. Je pense qu'il faut accepter d'être vulnérable en amour. Il faut accepter l'idée que l'autre puisse avoir un pouvoir sur soi, qu'on puisse avoir un pouvoir sur l'autre, si vous voulez, parce que c'est ainsi que définissent les spécialistes l'emprise. C'est l'idée qu'il y a une forme de subordination. Ouais. Mais qu'est-ce que nous dit... De soumission, mais de soumission qui est volontaire. Donc c'est quand même très très différent. Si vous n'acceptez pas que l'autre peut avoir un pouvoir sur vous... vous ne vous laissez pas aimer et vous passez à côté du sentiment le plus sacré de la vie humaine, à mon sens, si vous voulez. Quand vous lisez le dernier livre du philosophe Alain Finkielkraut, Pêcheur de perles, il vous explique que quand il a rencontré sa femme, il était sous emprise. Il attendait qu'elle l'appelle. Il était malheureux lorsqu'elle n'était pas là. Et il avait besoin d'elle. C'est quoi si ce n'est pas de l'emprise? Et vous, André Berkov, j'imagine que vous avez déjà été amoureux dans votre vie. Qu'est-ce que c'est lorsqu'on attend un texto de la personne qu'on aime, si c'est pas une forme de soumission consentie, si c'est pas une forme d'emprise? Alors bien sûr, non, c'est pas de l'emprise. C'est une forme.
C'est une forme d'emprise. Non mais Noémie, attendez, alors, mais c'est intéressant. Creusons ça. Je peux être amoureux effectivement de quelqu'un et je suis ou je l'étais ou etc. Mais attendre, c'est pas son emprise, c'est son attraction. Mais l'emprise, il y a le mot prise. C'est l'idée qu'il a une prise sur vous. C'est l'idée qu'il va jouer sur vos émotions, que il suffit d'un rien pour que vos émotions aillent en haut ou en bas. Et d'ailleurs, tout ça est lié si vous voulez, à l'admiration aussi, parce qu'il y a une forme d'admiration dans cet amour-là, qu'il ne faut pas refuser. Il faut se laisser aussi porter par l'amour, si vous voulez. Si vous refusez ça, vous passez encore une fois à côté de l'amour. Et lorsque Stendhal, dans son essai De l'amour, parle de la cristallisation, c'est l'idée que l'on va parer l'être aimé de toutes les qualités qui va nous paraître tout à coup extraordinaires. D'ailleurs, ce phénomène, il est validé aussi par la science, parce qu'on voit bien que dans le cerveau, les hormones qui fonctionnent sont celles qui rendent l'amour aveugle, comme on dit. Ouais. Donc il faut défendre cette idée-là, si vous voulez. Vous êtes pour l'amour aveugle, vous ? Moi, je suis... Non, évidemment, l'amour ne doit pas être aveugle, mais en tout cas, on doit se permettre du risque en amour. On doit se permettre de l'aventure. L'amour est lié au risque, et d'ailleurs, il me semble que l'attaque aujourd'hui qui est faite à l'amour, c'est ce que j'appelle le sacre des pantoufles, pour reprendre le terme de l'essayiste Pascal Bruckner, qui explique bien qu'on est dans une société post-Covid notamment, qui refuse le risque, qui refuse l'aventure, qui se fait livrer chez elle ses plateaux repas, qui rêve d'un vendredi soir en chaussons devant sa télé, qui prend comme grand fantasme Oblomov. L'amour, c'est quitter sa zone de confort. Exactement, tout à fait. Voilà, c'est un risque, c'est une potentialité difficile. Alors bien sûr, l'amour est dangereux, et je ne dis pas qu'il faut se saccager en amour, il faut toujours le dire. Mais enfin, aujourd'hui, il me semble qu'on n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt dans des discours qui sont tellement protectionnistes et précautionnistes que le risque amoureux n'existe plus, et les gens ne le prennent plus. Quoi. Tout à fait. Vous invitez à l'aventure. Voilà. C'est l'aventure, on ne sait pas. Ça peut se casser la gueule. Personne ne sait à l'avance. Personne n'est Madame Mirma. On peut jamais savoir jusqu'où ça va une histoire. Vous commencez sans savoir où vous mettez les pieds. Il faut pas être suicidaire, mais il faut se permettre ce risque-là, il me semble. Oui, ça fait partie, en tout cas, ce que vous dites, ça fait partie de la vie, etc. Mais justement, aujourd'hui, alors, vous consacrez plusieurs pages, 11 pages de votre livre, à cette espèce de, je dis pas de harcèlement, mais de tribunal de l'Inquisition, qui a consisté, par exemple, vous parlez de Julien Bayou, oui, tout à fait. Vous défendez l'ancien secrétaire général de Europe Écologie Les Verts, et vous dites, bon, il a eu des histoires avec les filles se sont... mais il y a ça, et puis on peut reparler des affaires Weinstein, on peut reparler de beaucoup de choses. C'est passionnant, non mais l'affaire Bayou est passionnante sur la terreur jusque sous nos draps, parce que, écoutez, il y a une enquête qui est parue dans Reporter, qui rapporte le témoignage de ses ex-compagnes qui disent souffrir moralement, psychologiquement, de cet homme-là, qui, je le rappelle, a dû renoncer à ses fonctions au sein du parti Europe Écologie Les Verts. Que disent ces témoignages ? Qu'il emmenait certaines femmes sur les toits de Paris, qu'il leur faisait croire monts et merveilles, qu'il leur mentait, qu'ensuite il ne les rappelait pas. C'était un goujat. Je ne dis pas que c'est forcément une belle personne, une bonne personne, une personne à admirer, mais c'était un goujat. Mais enfin, ça fait partie du jeu amoureux, encore une fois. Est-ce que ça mérite d'être porté publiquement et de venir alimenter le tribunal populaire comme ça a été fait? Est-ce que ça mérite qu'on perde est-ce qu'il a mérité de perdre ses fonctions pour ça? Et dans ce cas-là, n'importe qui est dans un jeu amoureux qui n'est pas forcément le plus sain du monde peut potentiellement se retrouver sur la place publique. C'est un danger. On est en train effectivement de judiciariser les sentiments humains et leurs jeux qui sont Mais est-ce que ça anarchistes. Alors est-ce que ça s'applique pas aussi, Noémie, parce que si vous dites ça, ça s'applique aussi à toutes ces comédiennes qui ont tourné avec des metteurs en scène, et 10 ans après, je parle pas de Judy Godrèche là, mais je parle, vous savez, à propos de l'affaire Weinstein, c'était le MeToo américain, le balance ton porc en plus français, et qui aujourd'hui, enfin, je repense par exemple à l'affaire Depardieu, ou à l'affaire, je ne sais pas, mais même, vous voyez, telle ou telle personne, par exemple, Gainsbourg, moi j'ai été très frappé par ça, qui a été accusé d'inceste parce qu'il a chanté avec sa fille Inceste de Citron, qui justement dit le contraire, l'amour que nous ne ferons jamais ensemble. Moi je suis frappé de voir qu'on instruit des procès aujourd'hui, que ce soit pour des personnes mortes ou vivantes, mais de façon
je ne sais pas, extrêmement, je dirais pas gratuite, mais enfin, ça va loin, quoi. Oui, il faut voir du cas par cas, et là, en l'occurrence, le cas de Gainsbourg que vous citez, avec une chanson, je cite d'autres œuvres littéraires, notamment aussi dans mon livre, ou des chansons. Le problème, c'est toujours, là on en arrive aussi quelque part au wokisme, c'est une vision latérale aussi des œuvres, si vous voulez. On ne comprend plus le second degré, on ne comprend plus ce qu'il y a entre les lignes. Alors je donne l'exemple de La Belle au bois dormant, parce que c'est un exemple typique. La Belle au bois dormant, ça a toujours été l'idée que l'amour permet de ressusciter. Je rappelle brièvement l'histoire de la Belle au bois dormant, qui a été réécrite par Grimm notamment, et qui a été interprétée de cette façon-là par l'industrie Disney, avec cette princesse Aurore, donc la fée maléfique lui a jeté un sort, elle dort pendant 100 ans, elle va être réveillée par le baiser d'un prince charmant, le prince Philippe. Le prince Philippe, donc, qu'elle a rencontré avant, dans la version Disney qui fait aujourd'hui, qui est officielle, elle l'a rencontré avant, elle lui a chanté la chanson J'en ai rêvé, elle lui a dit que c'était son amour, elle est amoureuse de lui, il vient, il l'embrasse, elle se réveille, elle a l'air plutôt contente. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui ? On vous dit que le prince Philippe est un porc. On vous dit que c'est un agresseur sexuel parce qu'il ne lui a pas demandé son consentement avant de l'embrasser. Alors qu'elle dormait. Mais d'abord, elle était amoureuse de lui, puisqu'elle l'a dit elle-même juste avant. Et ensuite, c'est encore une fois, il faut avoir quand même, heureusement, une vision symbolique des choses. C'est la résurrection par amour. C'est l'idée que l'amour permet de briser tous les maléfices, que l'amour permet de rompre toutes les malédictions, que l'amour permet d'abattre toutes les frontières. Non, aujourd'hui, c'est une affaire de crime sexuel et de viol, de culture du viol. Donc, c'est une façon dont on est en train d'attaquer aussi les symboles de l'amour. Donc, il faut défendre l'amour. Je crois que, en tout cas, vous y êtes bien employé avec votre livre Noémie Alioua. Maintenant, on va continuer à parler de cela, et on va surtout continuer à montrer au fond quels sont les rapports avec la politique, parce que je crois qu'il y a des rapports avec la politique, enfin la politique au sens large du terme. On le fait tout de suite. On en parle avec Noémie Alioua et avec vous, bien sûr. Vous connaissez le numéro 0826 300 300 pour poser vos questions, pour témoigner ou bien juste pour réagir. On attend vos appels. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La terreur révolutionnaire, 1793, oui, dit Noémie Alioua. Nous sommes dans le 1793 des couettes. Pourquoi ? Eh ben, on va en parler, on va continuer d'en parler avec elle. Mais alors, dites-moi, cette espèce de... Parce que les mots ont un sens, évidemment, même celui qu'on ne veut pas le lui donner, hétéropatriarcat. C'est intéressant, hétéropatriarcat, c'est-à-dire, donc, il n'y a que les hétérosexuels, en fait, qui sont des salauds d'oppresseurs. Les autres, non. C'est ceux qui sont attaqués par les staliniennes à jupons. Je reprends l'expression d'Annie Lebrun, grande poétesse, qui utilisait cette expression déjà dans les années 60. Les staliniennes à jupons s'attaquent à l'amour hétérosexuel par misandrie, par détestation des hommes et par fausse idée des femmes, l'idée qu'elles seraient toutes des victimes. C'est ça, c'était l'époque, oui, on avait, donc vous dites les années 60, c'était déjà, ça existait déjà, c'est important. Et la masculinité toxique, je reprends des mots que vous employez, enfin que vous citez dans votre livre, mais est-ce que, quand on pense, enfin, on peut les citer, Valérie Solanas, vous allez raconter, effectivement, qu'il y avait tenté d'assassiner le peintre Andy Warhol, qui avait un truc, je rappelle simplement, le SCUM, son mouvement s'appelait l'association pour couper les trucs des mecs. Oui, c'est ça. Bon, c'est pour ça que je vous dis que ça remonte déjà depuis longtemps, cette radicalité féministe, malheureusement. Ce qui est intéressant importé des États-Unis, parce que c'est toujours, il y a une part de puritanisme là-dedans. D'ailleurs, c'est les premières pages de mon livre, puisque moi qui ai grandi dans un milieu religieux, je retrouve ce puritanisme, cette détestation de la chair, cette culpabilisation des femmes. C'est des choses qui me parlent à moi, qui ai grandi dans un milieu orthodoxe. Il faut rappeler une école juive de Sarcelles. Oui.
J'ai grandi dans un milieu très religieux, qui m'a construite, qui m'a aimée, que je ne renie pas. Mais dans toute cette éducation, il y avait une culpabilisation du désir féminin, de la chair, de la volonté de séparer les sexes aussi, l'idée que ça pouvait être un danger. Et c'est ce que je retrouve aujourd'hui dans des discours dits progressistes, post-MeToo, dans ces dérives-là qui, à mon sens, font du mal aux hommes et aux femmes. Pour revenir sur cette histoire de masculinité toxique, alors en travaillant sur ce livre, je me suis bien marrée parce que figurez-vous qu'il y a aujourd'hui des sites internet qui vous proposent à vous, je vous invite à aller le faire parce qu'on peut rigoler là-dessus, vous pouvez calculer votre taux de masculinité toxique sur un site qui s'appelle gentlemanmodern.com. Et je l'ai fait moi-même parce que ça m'intéressait. Et vous voyez par exemple que si vous pleurez pas suffisamment devant des films, là ça commence à coincer. Si vous osez un jour inviter une femme au restaurant, là aussi ça commence à coincer. Si vous considérez que l'homme dans le couple doit un petit peu plus prendre en charge la question financière, alors là on vous conseille à la fin, vous êtes évidemment le masculin toxique par excellence, on vous conseille d'aller faire des stages de rééducation chez des psys ou chez des sociologues. Oui, c'est proposé. Et d'ailleurs, je cite aussi un reportage qui m'a fait marrer, qui est paru dans Le Point, reportage de journalistes qui ont assisté à des stages contre la masculinité toxique. Donc c'est ici en France, à Grenoble, financé en partie d'ailleurs, ou en tout cas soutenu par la mairie de Grenoble. Et on apprend dans ce reportage que, surtout, on voit des hommes, on comprend qu'il y a des hommes qui souffrent beaucoup et qui sont dans une sorte d'auto-flagellation qui est dingue. Ils sont dans une sorte de quête d'être meilleur. Ils voient le mal en eux. Moi, ça m'a vraiment rappelé les gourous des sectes. Vous voyez, dans Da Vinci Code, quand on se flagelle. Exactement. Vous savez, il y a des sectes comme ça, religieuses. C'est décrit dans le roman Da Vinci Code, de sectes qui s'auto-flagellent. Moi, j'ai vu ça, en fait, quand j'ai vu ces reportages-là sur les hommes qui considèrent que tout est, que le mal est en eux. Et c'est ce que disent d'ailleurs certains discours féministes. On comprend l'ADN masculin est déjà une forme de germe de violeur. Non, mais donc, ça va au point, quand même, il faut le dire, ça va au point que certains disent on peut se passer des hommes. En fait. Oui, mais c'est l'idée. C'est aussi ce que dit le sacre des pantoufles. C'est que l'amour est une aliénation au sexe opposé, qui lui est un porc ou en tout cas au moins un dominateur, et qu'il faut s'en défaire absolument. Ouais. Mais alors le fait de s'en défaire absolument, etc. Mais est-ce que avec, je sais pas tout à fait, enfin vous en parlez moins dans votre livre, mais la GPA, etc., c'est pas de se dire, mais écoutez, on n'a pas besoin de votre semence, on va se l'approprier, il y a des laboratoires pour ça, et puis voilà, tout va bien. Je fais des enfants comme je veux. Vous savez, moi j'essaie toujours d'être très mesuré, parce qu'on sait aussi, alors la GPA c'est autre chose, mais en tout cas, en ce qui concerne la PMA, vous avez aussi beaucoup de couples qui ne réussissent pas à avoir d'enfants. Non, je parle de la GPA. Ah oui, non, la GPA c'est autre chose. La gestation pour autrui, comme on dit, enfin vous savez. La GPA c'est autre chose, c'est une forme d'esclavagisation du corps de la femme. Là, je peux pas vous dire le contraire. On achète un enfant, ça c'est quand même quelque chose de compliqué. Je voulais le relier à ce côté. Moi, je suis très frappé. Vous parlez de Valérie Sonnade, on peut parler de Sandrine Rousseau, on peut parler même de Caroline de Haas, que vous citez. Oui, cofondatrice d'Oser le féminisme, qui vous explique qu'un homme sur 2 ou 3 est un agresseur. Ça dit beaucoup aussi de ce rapport au masculin, de ce Ken dont on a parlé dans Barbie, qui trouve plus sa place, et de cette difficulté aujourd'hui de défendre l'amour. Oui, mais alors justement, vous dites l'amour est un métier à risque, comme beaucoup de choses dans la vie, mais l'amour c'est la vie, quoi. Et la vie est un métier à risque. Oui, l'amour est ce qui meut le soleil et les autres étoiles, dit Dante dans la Divine Comédie. C'est-à-dire que l'amour est le mouvement, le souffle, et une aspiration primaire dont on ne se défait pas. C'est pour ça que tous ces discours-là sont voués à disparaître et à mon sens à ne pas fonctionner. Par contre, ils peuvent faire beaucoup de mal à la société, et c'est pour ça que moi je défends l'amour, et je pense que c'est important de le faire sur le terrain des idées, sur le terrain de l'idéologie. Il est souvent méprisé par les intellectuels. C'est un sujet qui est considéré comme pas sérieux. Or, il me semble que c'est en fait le sujet fondamental. Surtout que bon nombre de poètes, de très grands écrivains l'ont traité très bien. Ah oui, non, mais les artistes savent mieux décrire l'amour que quiconque. C'est d'ailleurs tout ce que j'essaie de dire aussi dans mon livre. C'est-à-dire les sociologues doivent essayer de se retirer, parce qu'ils ne sont pas capables, les sociologues, de décrire l'amour. Vous trouvez beaucoup plus de vérité dans un vers de Baudelaire ou de Verlaine ou de Rimbaud que dans un essai de Mona Chollet. Et ça, c'est très important de le rappeler.
Oui, absolument, absolument. Je crois que nous avons d'ailleurs des auditeurs là. Et des auditrices surtout, puisque c'est Angèle qui nous appelle depuis Marseille. Bonjour Angèle. Bonjour Angèle. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Madame, bonjour tout le monde. Voilà, moi je voulais intervenir pour dire en fait que tout ce qui fait la culture française dans plein de domaines, et d'ailleurs le badinage et le raffinement amoureux, la drague, ça fait partie de la culture française. Enfin, moi, je le relie à la culture française. Mais vous avez raison. Et actuellement, tout ça fait l'objet de déconstruction volontaire. Mais vraiment, enfin, moi, je pense que c'est volontaire. Donc, je voulais dire aussi que c'était dommage, parce que c'est ce qui est mis en avant par les étrangers qui viennent en couple pour découvrir Paris, la ville de l'amour. Donc c'est dommage de comment dirais-je, d'atteindre aussi fortement cette institution. Pour moi, c'est une institution. Et je voulais faire un petit clin d'œil, c'est-à-dire un dernier petit clin d'œil, inviter tous les jeunes auditeurs et les moins jeunes auditeurs de Sud Radio pour mettre de l'humour dans tout ça, de regarder Guy Bedos et Sophie Daumier dans la drague. Oui, merveilleux sketch, effectivement, dont tout le monde se rappelle. Merci Angèle, vous avez raison. Non, mais je veux dire, mettons un peu d'humour et surtout de décontraction. Mais vive les salons du XVIIIe siècle, c'est extraordinaire. Vous savez, et moi je vais vous raconter, et je vais faire ça quand même, Noémie Alioa, et pour vous dire, pour moi, la quintessence de l'esprit français, quand il y a l'esprit français, c'était le vicomte de Brissac, qui était fou amoureux de la marquise de L'Espard. Et donc, en quelques mots, il lui envoyait des quatrains, des menuets, des poèmes, etc., etc. Et elle n'en avait rien à faire. Et un jour, elle raconte, il dit, écoutez, monsieur le comte, je vais vous dire une chose, vos quatrains, vos poèmes, vos sonnets, tout ça, je me les fous au cul. Et là, il lui envoie une lettre et il lui dit, Mot chéri, suivez votre chemin, mais en passant, je vous en prie, annoncez-moi chez le voisin. Voilà, ça c'est l'esprit français dans sa splendeur. Et j'aimerais que peut-être, non pas qu'on le retrouve, mais qu'on en invente. Nous avons qui ? Merci beaucoup Angèle. On a Pierre qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour André, bonjour madame. Bonjour. Sujet très intéressant et d'actualité, plutôt léger par rapport à ce que l'on a d'habitude. Alors, je voudrais commencer par une chose. En fait, déjà que l'on soit puissant ou pauvre, on a le droit d'avoir des mœurs et des pratiques bien différentes en France et dans le monde entier généralement. Donc ça, quand on a dit ça, on a une bonne idée de ce qui se passe. Je voudrais aussi, en ce jour de Saint-Valentin, mais je crois lui dire tous les jours, dire à celle qui m'accompagne depuis 33 ans et qui m'aide à être ce que je suis, que je l'aime profondément. Voilà, ça c'est important. Bravo. Vous avez raison de le dire. Allez. Et puis, eh bien, moi, je pense que tout ça, c'est fait pour nous séparer, toutes ces choses que l'on met en avant. Bien entendu qu'il faut tout dénoncer, mais étant dominant, par exemple, moi, je prends mon exemple, on parle d'une chose simple, voilà. Imaginons que c'est ce qui se passe. Dans mon couple, c'est moi qui ramène 80% du revenu. Est-ce que ça fait de moi le dominant, le macho? Parce que si je n'avais pas quelqu'un pour m'accompagner, pour m'aider au quotidien, est-ce que je pourrais aller chercher cet argent? C'est du grand n'importe quoi, on essaie de nous monter les uns contre les autres, c'est ce que je pense, et c'est fait, eh bien, pour détruire toutes nos valeurs de la famille, les valeurs de l'homme, les valeurs des femmes. Et une petite pique à Sandrine Rousseau, j'ai arrêté la viande et je me suis rasé le torse, j'en suis pas plus déconstruit. Donc voilà, toutes ces conneries, on en a marre, aimons-nous, profitons, arrêtons d'écouter toutes ces conneries, le wokisme, tous ces préjugés sur les hommes, et bien entendu qu'il y a des cons partout, qu'il y a des machos, qu'il y a des gens qui se respectent. Moi, j'ai peur de rien, ça m'empêche pas de verser ma larme devant un film d'amour et d'être une vraie Madeleine et de montrer mes sentiments. Il faut arrêter avec tout ça et arrêtons de nous séparer, aimons-nous. Merci Pierre. Bravo. Noémie. Non mais je vous rejoins complètement, bravo pour votre déclaration et vous avez raison, je partage exactement ce constat, cette idée qu'on nous monte les uns contre les autres, on est dans un système qui développe toujours la méfiance, l'anxiété, la peur entre les hommes et les femmes. Or il faut continuer son bonhomme de chemin, défendre l'amour, vivre l'amour, même avec ses imperfections, même avec ses douleurs, ses risques. Il faut défendre l'amour bec et ongles contre vents et marées, malgré tout ce que ça implique comme difficulté. Tout à fait, je pense que nous serons tous d'accord là-dessus. Didier, je crois que nous avons... Ouais, Didier qui nous appelle depuis les Landes. Bonjour Didier. Oui, bonjour Didier. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Bonjour Didier. On vous entend. Bon. Merci M. Berkoff pour votre émission, donc je vais être concis.
Il me semble, à moins que je me trompe, qu'en début de l'émission, votre invité a fait une corrélation entre moins d'amour avec plus de célibat. Personnellement, il me semble que je fais plus d'amour depuis que je suis célibataire. À cause, lorsqu'on est en couple, à cause de la baisse de libido de l'un ou l'autre des personnes pour quelques raisons. Et la seconde chose que je voulais dire, c'est un peu en parallèle, mais ça peut rentrer dans le débat. Ce soir, je vais dans un restaurant gastronomique pour fêter l'amitié avec une amie. Il me semble, si vous voulez, que l'amitié a plus de vertu que l'amour, si on veut pas bien parler des rapports, des bons rapports entre hommes et femmes, oui. Et j'aimerais bien, parce que je fais la proposition à 3 chefs étoilés de faire la soirée de l'amitié en plus de la soirée de l'amour. Voilà. Didier, non mais c'est intéressant. C'est très intéressant, mais vous savez, c'est le point de vue. Les rapports entre amour et amitié. C'est très intéressant parce que c'est le point de vue, vous savez, du sociologue Geoffroy de la Gagnerie qui a écrit un petit livre qui fait éloge de la. Moi, je sais que c'est pas votre tasse de thé, mais enfin, il a écrit un livre pour défendre l'amitié. Et dans ce livre qui défend l'amitié, il attaque justement l'amour, la famille et tout le reste en expliquant que le sentiment suprême, c'est l'amitié. Alors, c'est des points de vue philosophiques. Je respecte l'idée que l'amour soit le sentiment, que l'amitié soit le sentiment suprême, mais je ne le partage pas. Il me semble qu'on prend plus de risques en amour et parfois justement on préfère davantage se concentrer sur l'amitié. Tout est nécessaire, bien entendu, mais enfin défendre l'amitié contre l'amour, ça me semble pas tout à fait intéressant. Noémie, oui, mais ce qui est intéressant, c'est pas ça. C'est effectivement, d'abord, ce sont 2 sentiments différents. Je crois pas du tout que ça donne les mêmes types de rapports. Mais après tout. Alors, je vais vous poser la question qu'on posait déjà il y a 50 ans, mais qu'on posera tout le temps. Possible l'amitié entre un homme et une femme sans qu'il n'y ait aucune trace de séduction ou pas? S'il n'y a plus de désir des deux côtés, ça fonctionne. C'est possible lorsque le désir a déjà été consommé, lorsqu'il n'y a pas du tout d'attirance des deux bords, lorsqu'il n'y a pas de désir, l'amitié est tout à fait possible. Sinon, une amitié très profonde, ça finit par déraper. Je pense que tout le monde l'a vécu au moins une fois. Il y a une chose intéressante, Noémie, vous parlez à la fin de votre livre, vous parlez de vous et vous faites bien parce que c'est important aussi vous n'êtes pas le savant qui regarde le microbiologiste qui regarde les petits animaux humains s'ébattre. Vous dites que vous-même vous avez eu des chagrins amoureux, des déboires et vous avez eu des bonheurs. Et en fait, là dans votre jeune âge, bien sûr, vous avez encore beaucoup de choses à vivre. Qu'est-ce que vous tirez, vous, de cette espèce de... Veut dire que vous êtes prête à repartir demain, si quelque chose s'arrête, vous repartez, c'est l'aventure au coin de la rue, l'aventure, comme disaient Finkielkraut et Bruckner dans un de leurs précédents livres. Oui, vous savez, je pense que l'amour n'est jamais un sujet anodin, ni pour celui qui écrit, ni pour celui qui lit. C'est un sujet qui est à la fois éternel, qui est toujours renouvelé, et qui est un sujet qui est à la fois toujours subjectif d'une certaine façon. Donc, effectivement, c'est important aussi que je dise d'où je parle, et justement, je ne suis pas une oie blanche pétrie d'idéalisme, je ne suis pas quelqu'un qui a toujours vécu un amour heureux et abouti. J'ai beaucoup souffert moi-même dans ma vie. Enfin, c'est les 2 dernières pages du livre. Je n'écris. C'est vraiment la fin, mais voilà, pour m'expliquer d'où je parle. Et pourtant, je considère qu'il faut quand même le défendre. Et justement, je m'adresse à toutes les femmes qui ont souffert en leur disant ne condamnez pas la vie, ne condamnez pas les hommes, ne condamnez pas l'amour par déception. Ne faites pas comme un certain nombre de néo-féministes qui se servent de leur passion triste pour condamner la vie. Il me semble que de toute façon, on aime comme on respire, c'est-à-dire toute notre vie, et qu'il faut continuer à repartir à l'aventure, même si parfois on est blessé. Eh bien, nous repartons tous juste après cette petite pause. Et là, on repart en pause et on revient dans un instant sur Sud Radio avec vous. On continue de prendre vos témoignages au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Noémie Alioua qui vient nous voir pour son livre La terreur jusque sous nos draps, c'est aux éditions Plomb, et nous avons Émilie qui nous appelle depuis Valence dans la Drôme. Bonjour Émilie. Bonjour oui, Émilie. Bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour, je vous appelle depuis Avallon. Avallon, très bien. Voilà. Je voulais témoigner juste par rapport à une constatation que j'ai faite en tant que psychologue clinicienne et par rapport à ma vie. Oui.
Malheureusement, les constatations que je fais, c'est que moi, par exemple, ayant été victime, j'ai été victime 6 fois de viol, que ce soit dans mon enfance ou à l'âge adulte, par 5 personnes différentes. Et j'ai eu quand même un viol de la part de ma grand-mère. Donc on pourrait dire qu'au niveau du pourcentage, c'est quand même le plus des hommes qui violent. Il faut savoir que au niveau de mon métier psychologue clinicienne, je reçois beaucoup de femmes et des hommes aussi. En pourcentage, 1/3 ont vécu des maltraitances dans l'enfance. Dont des hommes et des femmes. Bien sûr. 4 patients sur 10 ont vécu des maltraitances conjugales et ce sont 100% des femmes. Oui, Émilie, non mais ça, écoutez, le problème évidemment est surtout dans l'enfance, mais pas seulement. Le problème de la brutalité, le problème de la maltraitance, c'est hélas un problème très important, dramatique, horrible, mais qui est posé. Je crois que ça n'a rien à faire avec l'amour, ça. Hein, c'est pas. Les constatations que j'ai eues, c'est que moi, les viols que j'ai eus adultes, c'était 3 copains que j'ai eu, que j'ai fait confiance et qui m'ont violé par rapport à la viol du drogue, parce que c'est très à la mode, malheureusement. Et j'ai des patientes qui le vivent aussi. Par contre, j'ai des anciennes patientes qui ont plus de 60 ans qui m'ont clairement dit que à l'époque, on ne parlait pas de viol conjugal et qu'effectivement, elles ont eu leurs enfants en étant violés. Mais personne ne défendra ça, de toute façon, c'est insupportable, c'est brutal, c'est d'une violence inouïe. Madame, on vous soutient, on espère que vous vous en sortez parce que c'est des expériences traumatiques dont on a du mal parfois à se défaire tout au cours de notre vie. C'est un grand travail psychologique, mais c'est vrai que justement, il faut dénoncer ce qu'on appelle les porcs, les agresseurs sexuels, et défendre l'amour. Et ce sont 2 choses qui sont tout à fait indépendantes. Et plus on fera en sorte, si vous voulez, de dénoncer les porcs qui sont des véritables porcs, et plus aussi, on permettra d'extirper cette minorité violente, il me semble, de l'ensemble des hommes qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, des êtres doux et qui ne sont pas du tout dans cette violence-là, si vous voulez. Donc, effectivement, vous avez raison, la nuance est extrêmement importante sur ces sujets-là, et il ne s'agit pas du tout de nier la violence de certains hommes qui sont des monstres, véritablement, comme ceux que vous avez pu rencontrer au cours de votre vie. Oui, et puis il y a aussi mes patientes qui les ont rencontrés et finalement je me dis je suis pas toute seule, donc c'est pour ça que j'écris des livres, parce que franchement faut dénoncer quoi. Il faut dénoncer, on est tous d'accord avec vous là-dessus. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème et aucune nuance là-dessus. Merci beaucoup Émilie pour votre témoignage. On a Romain qui nous appelle depuis Apt dans le Vaucluse. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Bonjour, je suis très heureux de pouvoir réagir. On vous écoute Romain, on vous écoute. Je vous appelais parce que je voulais réagir en fait à un paradoxe moi que je vois dans tout ça et qui me chagrine parce que c'est quand même assez triste. Je trouve que ce qui est assez affolant, c'est que l'amour est combattu aujourd'hui beaucoup donc par les néo-féministes, comme vous le dites très justement. Je pense pas que, mais ce que je trouve assez incroyable, c'est que ces personnes nous reprochent à nous hommes et à la virilité, à ce qu'ils appellent la masculinité toxique, etc., tous les maux de la terre, alors que moi, personnellement, en tant qu'homme, je suis intimement persuadé que ce qu'il y a de plus beau dans la masculinité se dévoile dans l'amour. Et toutes les valeurs de la masculinité et de la virilité deviennent belles lorsqu'elles sont faites par amour. Et c'est l'absence d'amour qui fait que l'homme peut devenir un monstre. Oui, l'absence et puis une culture mortifère et misogyne aussi, parce que ça existe aussi, il faut pas l'oublier, hein. C'est que oui, bien sûr. Mais Romain, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que ce qui est extraordinaire dans ce qui se passe entre un homme et une femme, hein, c'est vrai, c'est quand l'amour fait que il se protège, l'amour fait que l'un protège l'autre, à chacun avec ses moyens et ses possibilités, hein, Noémie. Oui, tout à fait. Et vous savez, ce qui est intéressant et ce qui est important aussi de rappeler, ce qui n'est jamais dit, c'est que les femmes aussi peuvent être monstrueuses en amour.
l'amour. Bien sûr. Les femmes peuvent être très très dures, et ça n'est jamais dit, comme si la femme était constamment, si vous voulez, les victimes de l'amour. Ça fait partie de ce discours que je dénonce, si vous voulez, qui tue l'amour. Nous, les femmes, nous sommes aussi, nous pouvons être des monstres, nous sommes durs, nous détruisons parfois certains hommes, et ce discours-là n'apparaît jamais. Les si vous voulez. confidences que j'ai eues sur les amours de Noémie, c'est terrible. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez, c'est important de dire que justement, il y a un tragique amoureux qui n'est pas sexué, contrairement à ce que nous disent certaines féministes, en affirmant toujours que les femmes sont des victimes et les hommes des bourreaux, et qui ne voient pas la douleur des hommes et la monstruosité des femmes. Alors c'est vrai que ça vaut des deux côtés. Vous faites très très bien, Noémie, de le rappeler. Je voudrais quand même, on arrive un peu au terme de l'émission. En tout cas, vous défendez l'amour avec ses risques, l'amour avec ses aléas, l'amour avec ses hasards, et quelquefois on en souffre et quelquefois on en vient. Mais c'est vrai, c'est le poème merveilleux de, je crois que c'est Musset, mais qu'est-ce qui fait que la chose la plus importante, qu'est-ce qui fait qu'un homme peut être un salaud, etc., une femme peut être un monstre, mais quand ils sont en amour, eh bien ça change tout. Je crois que nous avons, est-ce que nous avons Laurent? On a Laurent qui nous appelle depuis la Mayenne. Bonjour Laurent. Ah, Laurent est en train de se connecter. On peut poursuivre la discussion. D'accord. Juste, Noémie, moi je voulais rappeler ceci. Est-ce qu'en Amérique aujourd'hui, d'où tout est parti comme d'habitude, est-ce qu'il y a une contre-offensive, non pas une contre-offensive, est-ce qu'il y a un retour de balancier par rapport à justement ces espèces d'oukase, d'excommunication, d'inquisition? Est-ce que ça commence à bouger? Vous savez, il y a quand même un élément qui a été un élément de non-retour, c'est quand la plupart de ces féministes-là qui veulent condamner l'amour n'ont pas été capables de condamner les viols du Hamas sur les Israéliennes le 7 octobre. Là, ça a été, si vous voulez, je pense que ça a décrédibilisé à jamais ces mouvements-là qui sont outranciers sur certains combats et qui sont aphones sur d'autres. Et ça, on l'a beaucoup vu. C'est-à-dire que vous avez eu des cas de viol particulièrement atroces sur des Israéliennes par des Palestiniens du Hamas, et ces cas n'ont été que très peu, voire pas du tout dénoncés par des organisations féministes. Et ça, il me semble que ça a été un point de non-retour, et que ça change aussi les mentalités sur l'idée que ces représentants des organisations féministes, aux États-Unis comme en France, sont politisées, et bien souvent elles instrumentalisent la cause de la défense des femmes à certaines pour défendre certaines causes bassement politiques. On les a pas beaucoup entendus aussi sur l'affaire Miller. Non, et puis sur l'Iran, sur ce qui se passe avec les femmes qui essayent d'enlever leur voile en Iran. Exactement. Ça, c'est encore depuis plus la mort grave, de Mahsa Amini, tout à fait. Voilà. Femme, vie, liberté, le fameux slogan des Iraniennes qui essaient de se défaire du joug de la théocratie islamiste, ce n'est pas un slogan qu'on entend régulièrement parmi les organisations féministes. Or, ce sont des femmes qui ne demandent qu'une seule chose, c'est la liberté. Et on ne les défend pas suffisamment, ces femmes-là. Et on arrive toujours à la liberté. Toute notre émission a été placée sous le signe de la liberté, et ça reste absolument la vertu cardinale, faut pas oublier. Merci Naomi Alioua. Je voudrais juste rappeler que cette erreur jusque sous nos draps, heureusement, il y a beaucoup de gens encore, et je sais, des millions de gens qui se glissent dans les draps ensemble et qui ne sont pas terrorisés. On a une dernière question sur les réseaux sociaux, Noémie, qui nous demande quelle différence vous faites entre un homme qui est gentleman et un homme qui est lourd. À quel moment vous marquez la démarcation? À partir du moment où on lui a fait comprendre qu'on ne voulait pas de lui, tout simplement. C'est quelqu'un qui écoute, qui est capable de faire une proposition, et qui est capable aussi d'accepter que lorsque cette proposition a été refusée. C'est aussi simple que ça. Voilà. Acceptons ou n'acceptons pas le râteau, messieurs. Merci beaucoup Noémie Alioua. Le râteau et l'appel. D'avoir été avec nous. Demain, André Berco, vous serez là de retour comme tous les jours de midi à 14h. Je crois qu'on parlera d'intelligence artificielle. Donc 0826 300 300 pour réagir, pour parler du monde de demain. 0826 300 300. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.